Allô, Collard, bonsoir. Bonsoir à vous, cher Jean-Lewis. Alors, vous avez le témoin, Collard, Mimi. Pardon, oui, j'ai le témoin. Merci, je vous remercie, cher Jean-Louis, pour la réalisation de cette émission. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde. Il est celui qui a sans hésitation pénétré votre intimité grâce à une vidéo de 2 minutes et 39 secondes. Pour vous, mesdames et messieurs, nous avons décidé de donner la parole à monsieur Charles Madede. Celui-ci a bien accepté notre invitation. Il est là ce soir, il est là avec nous, vous le voyez. Voilà, il répondra à toutes vos questions. Monsieur Charles Madede, bonsoir. Merci de votre présence à cette émission. J'ai envie de vous poser la première question, monsieur Charles Madede, pour ne pas dire une question d'échauffement. Comment allez-vous, monsieur Guy Charles Madede? Le micro est fermé. Votre micro est fermé, s'il vous plaît. Ah oui, le micro de Charles Madede est fermé. Très bien. Bonsoir, monsieur Collard. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio de la communauté africaine. Bonsoir. Comme vous voyez, c'est la fin de la journée. J'ai travaillé toute la journée. Un peu fatigué, mais ça va, on peut tenir le coup. Sinon, je suis serein et je me porte bien. Pas de problème. Très bien. Un peu fatigué, vous avez travaillé toute la journée, mais vous êtes serein et vous vous portez bien. Tant mieux pour la radio de la communauté, tant mieux pour les auditeurs qui nous suivent à cette heure-ci. Monsieur Charles Madede, en quelques mots, pourriez-vous, s'il vous plaît, rappeler à tous ceux qui nous suivent ce soir, de partout dans le monde, votre parcours, j'ai envie de dire le parcours politique de monsieur Charles Madede? Alors, mon parcours politique, en quelques mots, ça commence dans les années 80. J'étais encore au Congo, où je me suis opposé au monopartisme, au PCT, et j'ai refusé de rentrer dans l'UGC, qui était la jeunesse du PCT. Donc, quand je suis arrivé en France dans les années 90, j'ai milité pour le multipartisme. Donc, j'ai participé à tous les mouvements qui réclamaient la conférence nationale souveraine en Afrique. On n'était pas que des Congolais, il y avait des Africains de tous bords. Et nous avons marché, à l'époque, le président, c'était le président François Mitterrand en France. Et nous avons réussi à le persuader. Et c'est pour cela qu'il a tenu en 1990 le sommet de la Baule, où il va exiger aux pays africains francophones de tenir les conférences nationales. Là, c'était une première victoire, je peux dire, politique, parce qu'on se disait le vent démocratique souffle enfin en Afrique avec des conférences souveraines et la mise en place du multipartisme dans notre pays. Et ça, c'était dans les années 90. Ce mouvement, on l'a mené avec le mouvement Kimpuanza, qui existe encore aujourd'hui. Kimpuanza, qui rassemblait presque tous les étudiants de l'époque. Il y a des noms qui étaient là, qui aujourd'hui, par exemple, les Alem Abankou, les Castador Bayonne, Léopold Congo Mbemba, Siayos Living, il y avait des noms. Tous les étudiants presque étaient dans ce mouvement. Et en 92, on a le multipartisme au Congo, on a un président élu, Pascal Lissouba, et nous, on lance à Paris le Forum national des jeunes congolais. C'était dans le but d'empêcher que les jeunes s'enrôlent dans des pratiques politiciennes pour éviter les guerres, parce que déjà à cette époque-là, on avait la guerre du Biafra au Nigeria. Donc on ne voulait pas que cela se répète ou se repercute dans notre pays, le Congo. Donc on avait initié le Forum national des jeunes congolais. En fait, c'est pour orienter la jeunesse congolaise vers des projets économiques, des projets culturels. Et on avait créé des ponts entre les jeunes de la diaspora et les jeunes du Congo. La Sangha était avec nous, le Pilou, le Pou. Il y avait plusieurs régions qui étaient connectées.
Malheureusement, comme vous savez, le problème du Congo, c'est que toujours le problème d'ego. On avait un gouvernement de Pascal Lissouba qui devait avoir un ego surdimensionné. Ce gouvernement a piqué notre projet du forum, donc on n'a pas pu mener ce forum jusqu'au bout. Le forum, il a été piqué à Brazzaville par le gouvernement de Pascal Lissouba. Ils ont réalisé ce projet. Et même à Paris, on a été plagié par l'ambassadeur du Congo en France. On avait, nous, initié à cette époque pour avoir des financements pour le forum. On avait mis en place la première semaine culturelle congolaise à Paris. La première, la toute première. Et on est allé voir, je dis cela pour verser dans l'histoire, hein. On est allé rencontrer Henri Lopez, qui était en ce moment-là à l'UNESCO. Nous sommes allés dans son bureau, on lui a déposé notre projet. Et il ne nous avait même pas reçus, il nous a juste demandé au téléphone de déposer le projet à son secrétariat. Mais 2 semaines après, on a vu dans Paris des affiches de l'ambassade du Congo annonçant la tenue des premières journées culturelles congolaises à Paris, parrainées par Henri Lopez et l'ambassadeur du Congo en France. Vous voyez, déjà à cette époque, on a été plagié par ces grands qui n'aiment pas leur pays et ils nous ont empêchés d'avancer avec ce forum. En France, ils nous ont empêchés d'avancer avec ce forum aussi au Congo. Je crois qu'en France, à l'époque, j'avais écrit un article qui s'intitulait une plaidoirie humanitaire. C'est-à-dire que j'avais écrit un article pour dire que pour éviter les guerres, il faut prendre des dispositions maintenant. Il ne faut pas attendre quand la guerre éclate pour chercher à résoudre le problème. Et notre forum, c'était pour empêcher la guerre. Mais malheureusement, ils ont récupéré cela. Et en 1993, on a connu une première guerre dans l'ère démocratique. Voyez-vous, ce qui nous a conduit en 1997, où ce régime de Pascal Lissouba a subi un coup d'État militaire. Et de 1997 aux années 2000, c'était vraiment difficile pour nous de s'émouvoir en politique. On s'est occupé un peu de nos affaires. Il y a eu quelques mouvements, mais sans trop d'impact. Là où le vent commence à souffler, c'est dans les années 2000. Dans les années 2000, il y a un vent qui souffle. Pourquoi? Parce que c'est le dernier mandat du président du Congo. Il en avait déjà fait 2 dans la constitution de 2002. La constitution congolaise de 2002 imposait 2 mandats seulement successifs. Et il était au 2e mandat, donc normalement, on se disait c'était la fin de son régime. Et nous, on se préparait pour participer à l'élection de 2016. Et le chef de l'État de l'époque nous a surpris en changeant la Constitution. Déjà en 2000, avant que le mouvement du changement de la Constitution arrive, on était déjà en train de s'imaginer ce qu'il fallait faire pour rassembler la diaspora. Donc, il y avait 2 propositions, une proposition des États généraux de la diaspora. Et il y avait une proposition des assises de la diaspora. Et donc, le projet qui a émergé, la proposition qui a été retenue, c'est celle des assises. Et Kim Pwanza a tenu la première réunion des assises. Et on avait mis en place un bureau provisoire qui devait organiser les assises. Pour moi, les assises, c'était une réunion, c'était une assemblée générale où on devait se retrouver pour mettre sur table tous les problèmes qu'on avait à résoudre et sortir de là avec un projet. Malheureusement, les assises ont été créées avant cette assemblée générale. Les assises étaient créées comme association loi 1901. Ils se sont donné un président et voilà. Le jour des assises, on n'avait que à admettre ce qui était déjà établi d'avance sans méthode démocratique. Et moi, j'ai décrié cela à l'époque. Mais malheureusement, les organisateurs se sont accrochés à leur poste
Et les assises a donné ce qu'elle a donné, hein. Des assises sans projet. Et les gens disent même que, en fait, les assises, c'est les Congolais où les gens viennent juste s'asseoir. D'accord, on va, sans pourtant vous couper, M. Charles Madede, on va y revenir, puisque justement, le but de cette émission ce soir, c'est justement aller dans tous ces sens-là, parler de tout et de rien. Vous avez, d'une façon remarquable, essayé de nous conter votre parcours qui a été riche, qui a été exceptionnel, qui a été truffé, des propositions, des initiatives, ainsi de suite. Je dois admettre qu'un parcours politique, c'est aussi le parcours du combattant. C'est aussi un combat qui est dur, un combat qui nécessite d'être mené comme il se doit. Monsieur Madede, pouvez-vous, s'il vous plaît, résumer votre combat politique? Alors, mon combat politique se résume dans mon livre « Osons la République au Congo ». C'est en 2013 que j'ai pris 3 années sabbatiques. Il faut dire, avant 2013, c'est un jeune qui se bat aux côtés des autres. Mais à partir de 2013, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je trouve le vrai problème du Congo. Est-ce le problème de l'individu? Est-ce que c'est le problème des gens qui sont au pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui empêche le Congo à décoller? Et donc, j'ai pris 3 années d'études, de recherche dans des archives. Je suis allé partout pour étudier minutieusement mon pays, le Congo. Et j'ai découvert, je crois que je suis parmi les premiers Congolais à découvrir cela. Et je le scande et je le dis. Et c'est ça qui résume mon combat. J'ai découvert que mon pays, le Congo, bien que en 1958, quand on met en place l'État, quand on crée pour la première fois un État appelé République du Congo, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a un État. Mais depuis ce jour-là, jusqu'à nos jours, on n'a jamais mis en place une république. Et moi, j'explique tous les problèmes que nous avons dans notre pays par le fait que notre État est mal organisé. Il y a 3 types d'États. Il y a la monarchie, il y a le despotisme et il y a la République. Ça, c'est selon Montesquieu. On ne peut pas réinventer la roue qui existe. Notre pays a choisi quelle organisation? Si ce n'est pas une monarchie, si ce n'est pas une république, alors c'est quoi? J'ai découvert que, en fait, depuis 1958, nous naviguons de despotisme en despotisme. C'est-à-dire, chaque chef d'État qui arrive au pouvoir, il s'accapare tous les pouvoirs de l'État. Vous savez, on ne peut pas réinventer la roue. Un État a 3 pouvoirs: le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et depuis 1958, chaque chef d'État a toujours tenté de s'accaparer tous ces pouvoirs. Youlou l'a fait, Massamba Deba, Ngouabi n'en parlons pas, puisque c'était le mono. Le mono, c'est du despotisme, puisque tous les pouvoirs sont entre les mains du parti. En 92, on tente de faire une république, mais l'erreur qui a été commise, c'est qu'on a élu un président sans mettre en place les institutions de garantie de la démocratie. La première institution de garantie de la démocratie, c'est le Parlement. Le Parlement n'a pas été mis en place, le peuple n'était pas représenté, on donne le pouvoir de l'État à un seul individu. Ben, cet individu a tenté aussi, malgré la Constitution qui l'empêchait de le faire, mais il a tenté aussi du despotisme. C'est pour cela que le plus despote que lui est venu, il a récupéré le pouvoir en 1997. Et donc, mon combat se résume à mettre en place la République, la première République au Congo. C'est pour cela que nous avons mis en place avec mes amis, avec Huguette Lebanitou, avec Chris Banzouzi, avec William Ofunda, avec Alban Maoukou,
avec Nadège Mavungu et bien d'autres, nous avons mis en place Objectif Kutana. Ça, c'est mon combat et c'est ça qui résume mon combat, c'est-à-dire on réclame un nouveau contrat social pour qu'on mette enfin en place une république au Congo. Très bien, M. Madede. Croyez-moi que nous parlerons de Kutana parce que ça nous intéresse, ça intéresse les Congolais. Tout à l'heure, vous avez dit en 92, pour revenir au propos, pour résumer justement votre parcours, votre combat politique, vous avez dit qu'en 92, le peuple n'était pas représenté. M. Madede, ceux qui étaient à l'Assemblée nationale de 92 jusqu'en 97, avant que M. Denis Sassou Nguesso ne revienne via un coup d'État, ceux-là, c'était des gens qui revenaient de la forêt, des députés, des députins, comme on les appelle maintenant. Ceux-là, M. Madede, voilà, c'était quoi? C'était pas des représentants du peuple, des Congolais? Alors, M. Collard, je vous explique. En 90, souffle le vent de la démocratie. Il y avait un parlement. C'est le parlement du monopartisme. Est venue ce qu'on appelle la conférence nationale. Cette conférence nationale est devenue souveraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple qui a repris le pouvoir. C'est-à-dire que toutes les institutions du monopartisme, du parti unique, étaient tombées en ce moment. On a fait la conférence nationale. Il n'y avait plus de représentants du peuple. La conférence nationale, c'était des conférenciers. Ce n'étaient pas des gens élus par le peuple. Et cette conférence nationale a accouché 3 institutions. La République, le président de la conférence nationale qui était le monseigneur Kombo, et un premier ministre. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'institution transition. La transition a été dirigée par André Milongo, en effet, avec un gouvernement de transition et avec une sorte de président qui était Kombo, mais il y avait toujours le président Sassou Nguesso en place. Ils ont mis en place une constitution. Après avoir mis en place une constitution, dans les dispositions de la transition, il y a une clause qui a été écrite. C'était écrit quoi? Ça, je fais appel à ma mémoire. Que les institutions de la transition cesseront dès lors que celles issues de la Constitution de 92 vont se mettre en place. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a élu Pascal Lissouba comme président, Monseigneur Kombo a démissionné, André Milongo a démissionné, et Sassou Nguesso n'était plus là. Il n'y avait plus d'autres institutions que celle de la République. Et donc, c'est ce vide-là. Et on a demandé au président élu de mettre en place les autres institutions, donc de mettre en place un parlement, de mettre en place une cour constitutionnelle, de mettre en place toutes les institutions de la République. Et c'est là qu'on a faussé. Il n'a pas pu le faire, le président Lissouba, il n'a pas pu mettre en place. Il ne pouvait pas le faire. Déjà, un président est installé par une cour constitutionnelle. Comment on peut installer un président? Donc, il y avait un cafouillage, un bricolage. Normalement, on devrait commencer, André Milongo, avant de quitter son siège, il devrait d'abord commencer par faire des élections législatives pour élire les représentants du peuple qui devraient s'asseoir à l'Assemblée. Et à partir de là, on met l'institution de la justice, parce que c'est la justice qui intronise le président de la République. On devait mettre en place le pouvoir judiciaire. On commençait par mettre en place ce pouvoir législatif. Et après, on met en place ce pouvoir judiciaire. Ce n'est qu'à la fin qu'on installe le président avec son pouvoir exécutif. Nous, on l'a fait à l'envers. C'est pour cela que Pascal Lissouba a eu des difficultés. Parce que quand il organise la première élection législative, vous voyez, il y a des contestations, il y a le désordre.
partout où il y a le désordre, c'est que vous n'êtes pas bien organisé. Et la meilleure organisation, c'est la République. Et comme on ne l'a jamais mise en place, M. Collard, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut changer le régime actuel. Si ce n'est pas la République, on aura toujours des soubresauts, on aura toujours des guerres, on aura toujours des contestations d'élections, on aura toujours des contestations de dialogue, on aura toujours, vous voyez ce qui se passe. On organise un dialogue, les opposants n'y vont pas, d'autres ils vont, les uns, les autres, ils n'y vont pas, ainsi de suite. C'est la cacophonie dans un pays, c'est quand le socle, le fondement n'est pas solide. Et le fondement solide, c'est la République. Si on ne le fait pas la République, on est mal barré. Très bien. Le socle solide, c'est la République. Si on ne fait pas la République, on est mal barré. Puisque nous parlons de la République, le Congo, Monsieur Charles Madédé, le mal du Congo, est-ce son élite ou son élite et la mauvaise foi de cette élite? Je vous prends un exemple, M. Collard. Moi, j'ai commencé à conduire avec un permis sans points. À l'époque, depuis les années 90, on n'avait pas de permis à points. Donc, on roulait avec, on pouvait rouler à 200 km à l'heure. On était habitué à faire des vitesses. Après est venu le permis à points. Le permis à points, c'est la loi. Vous voyez, ceux qui étaient habitués, qui étaient amoureux de la vitesse, ils ont été redressés par la loi. Ça veut dire que s'ils continuaient leur comportement de rouler vite, ils perdaient le point, ils perdent le permis. Il refait son permis, il revient. S'il continue son comportement, il perd son permis, on le fout même en prison. C'est la sanction. Et à un moment donné, il va gratter la tête, il va dire, OK, j'ai compris, il va se reformer. Ce qu'on-là, la loi, c'est elle qui redresse l'homme. Pour les chrétiens, ils le savent, même les chrétiens le savent. Dans la Bible, Dieu a d'abord mis la loi pour redresser l'homme. Et dans nos sociétés, nous devons mettre la loi. Vous êtes en train de dire que l'élite congolaise n'aime pas, l'élite congolaise n'est pas amoureuse de la loi, c'est ça, M. Madédé, que vous dites? Mais c'est parce que la loi n'existe pas, M. Collard. La loi n'existe pas au Congo. La loi n'existe pas au Congo. Posez-moi la question de savoir pourquoi la loi n'existe pas au Congo. Mais écoutez, si vous parce voulez, parce que la loi, ce qu'on appelle loi, c'est ce que le peuple a décidé. Je prends un exemple. Toi et moi, vous et moi, par exemple, excusez-moi, vous tutoyez. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Il n'y a pas de souci. La culture anglophone. Il n'y a pas de souci, effectivement, ça arrive. Sur un plateau, voilà, ça arrive. Je ne vous en veux pas, M. Madédé. Par exemple, vous et moi, on va mettre en place une affaire, une entreprise. On établit ce qu'on appelle les statuts de l'entreprise. On est tous les deux des actionnaires. Ces statuts-là, on doit être en commun accord, tous les deux. C'est nous deux qui devons établir ce statut. Et ces statuts constituent notre contrat social entre vous et moi. Mais si moi, je vous impose ce statut, à un moment donné, on aura des problèmes tout le temps. Parce que quand il y a un couac, vous allez bouder. Moi, je veux vouloir vous dire que non, dans tel article, on a dit ça. Vous allez dire non, cet article n'est pas bien. Et vous allez voir que notre société, notre entreprise ne fonctionnera pas. C'est ce qui se passe dans des pays où le peuple n'a pas formulé les lois. Au Congo, exactement. La loi doit être l'émanation du peuple. Quand la loi est l'émanation du peuple, le peuple se reconnaît dans cette loi. Il est obligé, c'est-à-dire chaque citoyen est obligé de respecter cette loi. Jusque-là, les Congolais ne se sont jamais reconnus dans aucune loi impulsée par l'Assemblée nationale, le Sénat ou encore, un décret. Aucune loi. Les Congolais ne se sont jamais reconnus dans aucune loi, M. Madédé? Quand je parle de loi, je parle bien de la loi fondamentale. Parce que c'est la première. Après le reste, si déjà dans la loi fondamentale,
vous n'êtes pas d'accord, ce qu'on-là, même si vous votez une loi qui intéresse tout le monde, ce n'est plus important. Le plus important, c'est d'être d'accord avec la loi fondamentale. Or, la loi fondamentale, vous savez, la constitution actuelle du Congo, vous savez que cette constitution n'a pas été l'émanation du peuple. Déjà, le référendum qui a eu lieu pour mettre en place cette constitution avait deux questions. Dans un référendum, on ne pose pas deux questions, on pose une seule question. Et le peuple répond par oui ou non. La première question, c'était, est-ce que vous voulez changer ou non la Constitution? C'était ça la question du référendum. Mais quand le peuple vient pour voter oui ou non au changement de la Constitution, on présente au peuple une Constitution. Vous voyez, donc le peuple n'a pas étudié cette Constitution, n'a pas pris le temps, même le Parlement n'a pas pris le temps de débattre sur cette Constitution. Donc, ça à qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À l'élite? C'était ça ma question. L'élite congolaise, c'est le mal du Congo, c'est le poison, c'est l'élite congolaise. Ben, la faute, on parle des lois, on parle de ceci, la loi qui n'a pas été présentée au peuple. Tout ça, c'est l'élite qui est censée quand même présenter cette loi au peuple. Et depuis là, l'élite a-t-elle joué son rôle, oui ou non, M. Madede? Non, M. Kola. L'élite, c'est qui? L'élite. Ce n'est pas l'élite qui présente la loi au peuple. Ce n'est pas l'élite. La plupart de ceux qui sont à l'Assemblée, la plupart de ceux qui occupent des postes assez importants au Congo-Brazzaville, on les présente toujours comme étant des élites. Ceux qui ont étudié le référendum dont vous avez parlé, enfin, c'est à mon avis les élites congolaises venant d'un département juridique, par exemple, qui se sont retrouvées pour essayer de proposer quelque chose à M. Denis Sassou Nguesso ou à d'autres. Cette méthode, je la recuse. Ce n'est pas la bonne méthode. Les gens rentrent dans une maison, dans une chambre, ils écrivent une constitution et ils viennent proposer au peuple. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Là, je vous rappelle ce que les autres pays ont fait. Il y a d'abord une convention. C'est-à-dire que le peuple doit d'abord se réunir pour dire, voilà ce que nous voulons de notre pays. Et sort de là ce qu'on appelle un contrat social. Ce que nous voulons. Après, on demande aux constitutionnalistes de matérialiser les vœux du peuple en un texte, en un contrat écrit, qui est la Constitution. Mais nous, ce que nous faisons, et moi je vois même dans la diaspora, il y a même des gens qui se sont amusés à écrire des constitutions. Moi je leur ai dit, mais vous êtes des dangereux. Vous écrivez une constitution, mais que vous allez faire avec? Vous allez l'imposer au peuple? C'est le peuple qui doit écrire. Ils vont le soumettre au peuple. Ils vont le soumettre au peuple, peut-être. Le peuple via ses représentants, M. Madede. Il faut d'abord écouter M. Kola, c'est la démarche, nous nous trompons souvent dans la démarche. Les Congolais se sont trompés. Pas seulement les Congolais, ça se passe un peu partout dans le monde. Pour le cas du Congo, M. Madede, puisque nous parlons, vous êtes Congolais comme moi, vous êtes un politicien, on va dire, vous avez été inspiré par plein de choses, et là, vous avez même déjà commencé à parler de l'objectif Kutana. Donc, ça veut simplement dire que, effectivement, c'est au nom du Congo que vous prenez toutes ces initiatives. Mais pour revenir à l'idée, au sujet principal, l'élite du Congo, voilà, on peut dire que celle-ci a faussé, celle-ci a dérapé, celle-ci a tiré le pays vers le bas. Monsieur Madede, s'il vous plaît. On peut le dire, parce que les erreurs, c'est les hommes qui les commettent. Ce sont les hommes qui commettent les erreurs. Vous vous rapprochez vers la vérité. Je viens de vous parler de 92. Vous avez compris, l'erreur, c'était l'élite qui était là. Ils ont commis une erreur qui, aujourd'hui, nous amène dans la situation où nous sommes. L'erreur de pouvoir inverser les étapes. Et pourtant, on avait affaire à des constitutionnalistes, on avait affaire à des grands avocats comme les maîtres Mbemba. Ils ont tous été pipés, c'est ça? Ils ont tous été pipés? Je ne sais pas, mais ils se sont trompés. On ne met pas en place une république en commençant par élire le président. C'est une grosse bêtise, il faut le dire. C'est la faute des élites, oui, on peut le dire. Mais ça ne suffit pas pour dire que c'est seulement la faute des élites. Donc si on change, si on a maintenant
des élites, où on a maintenant des bonnes personnes, sans changer l'organisation de la société, que tout va aller. Non. Certes, on a besoin des hommes vertueux, des personnes vertueuses. On en a besoin dans une société. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ces personnes vertueuses mettent en place une vraie organisation de la cité. Sans une bonne organisation, une organisation efficace. Et moi, je revendique la République. Parce qu'elle a fait ses preuves partout dans le monde. Dans le monde, sur 180 et quelques pays, il y en a au moins 150 qui sont des républiques. Vous êtes en train de nous dire, M. Madede, qu'il faut aller vers la République, vers une nouvelle République. Pour en faire quoi? C'est quoi, M. Madede? Faire une refondation, une fondation du pays? Est-ce que c'est pour mettre l'État ou simplement pour donner la parole, comme vous le dites, aller vers une République pour faire quoi? Donner la parole aux frustrés, M. Madede? La République. Pourquoi on doit aller vers la République? Regardez. Donner la parole aux frustrés? Je vous donne un exemple. Très bien. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, si je prends le monde des affaires au Congo, vous voyez, vous voulez investir, vous investissez, vous montez une entreprise, vous postulez à des marchés. Et quand vous postulez à un marché, vous êtes 2-3 entreprises, il y a une entreprise qui l'a gagné. Alors que vous pensez que vous êtes plus compétent pour ce marché. Alors, quand vous vous sentez lésé, qu'est-ce que vous faites? On va devant les tribunaux. On va devant les tribunaux. Voilà. Non? Dans des pays organisés, vous allez devant les tribunaux. Mais quand le tribunal est plutôt diligenté par ce que je décris, quand le tribunal, la justice n'est pas indépendante, elle est aux ordres, vous voyez que vous avez peine perdue. C'est pour cela que la République, c'est un système où la justice est indépendante et elle peut bien juger les citoyens, bien juger les litiges. Et vous êtes protégé par elle. Très bien. La République, c'est une bonne chose. La République, c'est une très bonne chose. On suppose qu'au Congo aujourd'hui, il n'y a pas de République. Voilà pourquoi M. Charles Madede essaie de faire comprendre à nos compatriotes, à nos auditeurs, qu'il faut aller vers une nouvelle République. C'est cela, M. Madede. M. Madede, pas une nouvelle. Moi, je n'utilise pas le terme nouvelle, je dis la République. La République, tout simplement. Tout simplement la République. Pas l'État, pas la refondation de la République, mais simplement une République. Les Congolais doivent accepter une nouvelle République. Donc, celle représentée par M. Denis Sassou Nguesso, les autres, enfin, M. Clément Mwamba, Premier ministre, qui font des voyages, qui signent des papiers au nom du Congo. Ce n'est pas une république pour vous, M. Madede? Posez-moi la question, pourquoi je dis que ce n'est pas une république? En ce moment-là, je peux vous répondre. Moi, je dis d'entrée de matière que la république, c'est un type d'organisation de l'État où les 3 pouvoirs de l'État sont séparés et équilibrés. Ce n'est pas le cas au Congo. Ce n'est pas le cas au Congo. Voilà. Je peux vous en faire la démonstration. Ça, c'est le premier point. Pouvoir séparé et équilibré. Le deuxième point, c'est qu'il faut que le suffrage universel soit au contrôle du peuple pour pouvoir choisir les dirigeants, ses responsables, et aussi pouvoir sanctionner les dirigeants qui n'ont pas bien fait leur boulot. Quand vous êtes dans cette situation, on peut dire que vous êtes une république parce qu'il y a des mandats fixés, il n'y a pas de mandat à vie, et c'est le peuple qui décide de mettre telle ou telle personne à la place. Ça, c'est une république. Donc, ce que fait M. Denis Sassou Nguesso, y compris ceux qui l'entourent, c'est pas conventionnel. Voilà, c'est pas ça, M. Madede. Pourquoi je dis que le Congo, dans notre pays, les pouvoirs ne sont pas séparés? Parce que dès lors que vous remarquez qu'il y a un pouvoir qui emboîte sur l'autre,
Il n'y a plus de séparation. Commençons par le pouvoir judiciaire, la justice. La justice a deux bras. Il y a le bras constitutionnel et il y a le bras civil. Le bras constitutionnel, c'est là où on juge tous les litiges issus du suffrage universel, des élections, tout ça. Et le bras civil, c'est là où on juge les litiges entre les personnes physiques et morales, y compris les litiges entre les particuliers et l'État, entre les personnes physiques et morales et l'État, etc. Et tout ça au Congo, ça n'existe pas? Non, ça existe. Mais le problème, c'est que du côté civil... Donc, il y a bel et bien une république, M. Madede. Si vous nous dites que ça existe au Congo. Demande, donc, il y a bel et bien une république au Congo. Monsieur Collard, je vous demande pourquoi, sur le pouvoir judiciaire, il n'y a pas de séparation. Pourquoi? Parce que l'organe suprême de la justice au Congo, ce n'est pas la Cour suprême, comme dans d'autres pays, comme en France. L'organe suprême, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Le patron de ce conseil, c'est le chef de l'État. Déjà, là, il y a un problème. Si vous faites ça dans des pays démocratiques, il y a un mouvement, mais il y a une revendication. Le chef de l'État ne peut pas être le chef de la justice. Et ça a toujours été comme ça dans d'autres pays depuis les années 60. Tous les chefs d'État ont toujours tenté de prendre le Conseil supérieur de la magistrature en contrôle. Donc, vous voyez, le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est lui qui est le patron de la justice. Donc, un juge, c'est lui qui nomme les juges, c'est lui qui nomme les magistrats, les hauts magistrats, celui qui institue les tribunaux, ainsi de suite. Vous voyez que là, il y a un problème. Au Congo, il y a un problème. Au Congo, il y a un problème. Là, il y a un problème. Au Congo, il y a un problème, puisque ça ne se passe pas comme ça, selon ce que vous êtes en train de décrire, M. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs, dans des démocraties, dans des républiques, ça ne se passe pas comme ça. Parce que dans une république, on ne peut pas avoir la même mise sur un autre pouvoir. Quand vous êtes de l'exécutif, vous n'avez pas la même mise sur la justice, vous n'avez pas la même mise sur le législatif. Je peux développer ce point, mais je vous conseille de lire mon livre, Posons la République. Oui, le livre, croyez-moi, je pourrais justement le lire sans problème, mais pour la gouverne de ceux qui nous suivent ce soir, M. Charles Madede, vous êtes en train quand même de faire des déclarations, j'ai envie de dire, alléchantes, et il faut éclairer quand même nos compatriotes, sinon nos auditeurs qui nous suivent de partout. On ne va pas y rester longtemps, on ne va pas y rester là-dessus sur le Conseil supérieur de la magistrature. Pensez-vous que ceux qui, justement, conseillent M. Denis Sassou Nguesso, parce que c'est de ça qu'il s'agit, M. Madede, de notre pays, ceux qui ont conseillé M. Denis Sassou Nguesso de s'accaparer, permettez l'expression, de tous les pouvoirs, ont-ils eu tort de le faire, M. Madede? Ils ont eu tort de le faire parce que ça l'a enfermé. Ça l'a enfermé dans une sorte de bulle et il ne voit pas grand-chose. C'est une erreur. Ils l'ont fait en croyant qu'en faisant cela, ils allaient conserver le pouvoir. Mais non, ce n'est pas comme ça. Moi, si j'ai un conseil à donner au Congo, c'est de mettre en place une république, de séparer le pouvoir, de mettre l'équilibre, de ne pas prendre en otage le suffrage universel. Il y a eu d'autres méthodes. Si on veut rester au pouvoir, c'est juste avoir des résultats. Quand vous avez les résultats, le peuple va vous chérir, le peuple va vous... Voilà, il faut prendre des hommes aguerris, il faut choisir dans le pays des hommes et des femmes qui ont des compétences et les mettre à l'œuvre. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être élu éternellement même. Mais l'erreur, c'est celle-là. Voilà. Très bien, il faut choisir... Oui, M. John Lewis? Oui. Vous souhaitez poser une question? Vous voulez dire quelque chose? J'ai eu l'impression que vous... Non? Bon, non, visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, M. Madede nous disait il faut des hommes aguerris au Congo-Brazzaville pour que les choses aillent mieux. M. Madede, j'ai envie de vous parler de la diaspora, puisque vous faites partie de la diaspora congolaise, plus précisément celle de la France. Et il y en a plusieurs à la diaspora. Et pour commencer à aborder notre diaspora, j'aimerais vous citer M. Madede. J'aime bien. Je vous cite.
pour la gouverne justement de nos auditeurs. Hein. Toute ma fierté d'avoir été à vos côtés pour lutter en faveur de la restauration de la démocratie, il est temps, enfin j'ai sectionné un peu, il est temps pour moi de tirer les leçons. Toutes ces raisons me conduisent à prendre une nouvelle trajectoire. Vous connaissez la suite. Monsieur Madede, vous avez craqué ou pas? Quelqu'un qui craque, il tombe. Donc là, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas tombé quand même. Oui, mais vous avez quand même... Vous me posez des questions complexes. Je veux vous dire, il y en a certains hommes politiques qui vont bégayer. Mais vous avez en face de vous une personne qui vous répond, qui a une certaine sérénité. Non, je n'ai pas craqué. Oui. J'ai tiré les leçons. Hein, celui qui ne tire pas les leçons, moi, en tant qu'entrepreneur, chaque mois, chaque semaine, chaque trimestre, chaque année, et tous les 5 ans, et tous les 3 ans, on doit faire un bilan. Et quand on fait un bilan, le bilan vous permet de tirer les leçons et si vous avez vu que tout ce que vous avez fait, ça n'a pas abouti, vous changez de méthode. Mais vous ne pouvez pas faire du surplace. Et ce n'est pas dans mes habitudes. C'est pour ça que... J'ai travaillé de manière très active pendant 5 ans, donc de 2015, bien que j'ai bossé pour le Congo, mon parcours de militant, je voulais relater tout à l'heure, mais de 2015 à 2000, il s'est passé quelque chose et je me suis donné, mais vraiment activement, j'ai même été amené à abandonner des activités professionnelles pour le Congo. Donc, très bien. J'ai vraiment pratiqué la diaspora. Vous avez été obligé d'abandonner vos activités congolaises, vos activités professionnelles, pardon, pour servir le Congo via sa diaspora. Mais pourtant, vous avez dit, je vous cite encore, M. Madede, cette diaspora est incapable de s'engager sur un réel projet sur le Congo libre. Pour vous, la diaspora se caractérise par les invectives, la calomnie et l'affairisme. Monsieur Charles Madede, ce sont là quand même des accusations, j'ai envie de dire, graves. Votre raisonnement est fondé sur quelle base quand vous dites que la diaspora congolaise, celle que je connais moi, franchement, j'ai envie de dire que, bon, enfin, c'est votre avis, mais l'idée que je me fais de cette diaspora, même pour ceux qui sont dans le combat politique, M. Madede, veuillez nous éclairer quand même, incapable de s'engager sur un réel projet politique. Mais les manifs qu'on fait là, les réunions que la plupart de nos compatriotes organisent, les associations qui naissent, c'est pourquoi? Ce n'est pas justement pour aboutir là, M. Madede? Et vous dites que cette diaspora est incapable de s'engager sur un projet politique sur le Congo libre, M. Madede? Oui, M. Collard, si on fait l'analyse de mon discours, comme on nous a appris à faire l'analyse du texte, mon discours commence par, je n'ai pas dit mes chers, je commençais par mes chers amis de la diaspora congolaise, virgule, chères sœurs et frères dans la lutte. Donc là, déjà, il y a une exception. Ce n'est pas toute la diaspora. Je n'ai pas... Oui, excusez peut-être que je suis allé comme ça un peu vite. Je parlais bien de la diaspora politique engagée, pas toute la diaspora. Et c'est dans cette même, tout à l'heure on prendra la question de John Lewis d'ailleurs, et c'est dans cette même élan, cette diaspora qu'on voit se mobiliser, cette diaspora qu'on voit formuler un certain nombre de choses, c'est de cette diaspora justement que vous parlez, que vous traitez d'incapable de s'engager. Mon Dieu, M. Madede, j'ai envie de dire Ponce Pilate. Je n'ai pas utilisé le mot incapable parce que je pense que cette diaspora est capable. Cette diaspora, des gens que vous voyez s'exprimer, moi je parle que de ceux avec lesquels on a essayé de faire les choses. Si incapable, ce n'est pas le mot qui vous convient. Elle ne veut pas donc s'engager? Elle ne veut pas s'engager, je pense. Elle n'est pas prête. Le terme que j'ai utilisé, c'est que cette diaspora n'est pas prête. Peut-être que les démangeaisons sont encore à un degré trop faible
pour qu'il se lève. Mais je pense que la diaspora n'est pas prête. Si elle était prête, il y a longtemps, on aurait réglé, on aurait avancé. Mais Monsieur Madede, cette sortie, elle est basée sur quoi? Quand vous dites qu'elle n'est pas prête, c'est basé sur quoi? Parce que ce n'est pas le retour que j'ai moi, encore, pardon, ce n'est pas le retour que j'ai moi des autres structures, des autres, pour ne pas dire animateurs, des autres engagés comme vous, ce n'est pas justement le retour que j'ai moi, Monsieur Madede. Monsieur Collard, vous êtes un journaliste éminent. Merci. Vous menez des enquêtes. Bon, proposez-moi un vrai projet de la diaspora que vous avez, à part les projets que nous, on a proposés. Est-ce que vous connaissez, vous, depuis que vous êtes dans la diaspora, une structure ou un mouvement, ou je ne sais pas moi, qui a mis sur la table de la diaspora un projet bien, qui peut susciter l'espoir de libération, qui peut susciter l'espoir de la démocratisation du pays? Est-ce que vous en connaissez? Je veux peut-être répondre à cette question, peut-être les auditeurs pourront répondre à cette question, mais j'aimerais prendre la question de John Lewis. Je vous réponds. Oui. Cette question est aussi une réponse. Si je vous la pose, c'est que je n'ai pas vu de projet. J'ai vu des intentions. J'ai entendu des intentions, des souhaits, mais pas un projet. D'accord, on va y revenir, M. Madede. Voilà. Cher John Lewis, vous avez une question à poser à M. Madede? Oui, je voulais m'attarder sur une question qu'il a évoquée il y a quelques secondes. Excusez-moi. Monsieur Madede, vous appuyez sur une analogie entre la gestion des affaires et le combat politique dans la diaspora. C'est admirable, mais voyez-vous là une différence entre la gestion des hommes et la gestion des biens ou des marchandises? La différence, bien sûr, il y a une très grande différence. Les marchandises ne respirent pas, les hommes respirent. Les hommes ont des états d'âme. Les hommes ont voilà, les états d'âme. Les hommes ils expriment tout ce que la chair humaine peut exprimer comme pulsion, comme sensation, comme désir. Mais les marchandises n'ont pas de désir. Les marchandises n'inspirent pas, donc il y a une différence. On ne peut pas gérer les hommes comme on gère les marchandises. Alors, de ce point de vue, est-ce que vous ne voyez pas que le combat que vous menez à ce jour, parce que vous y êtes encore pour quelques jours peut-être, ce n'est pas un combat qu'on pourrait dire à long terme plutôt qu'à court terme? Pourquoi ça serait à long terme? Moi, je ne pars jamais dans l'hypothèse que pour atteindre un objectif, il faut que j'attende 20 ans, 50 ans. Non. On fait une étude de faisabilité. On fait une étude de la situation. On fait une étude de l'environnement. On fait une étude du problème. Et on regarde. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre l'objectif? Et en combien de temps on peut l'atteindre? Donc, après, on initie des projets, mais qui vous permettent justement d'atteindre vos objectifs. Et un projet a toujours un délai. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui lance un projet sans délai ou de faire du surplace ou de faire... Oui, mais il y a des hommes politiques qui font la politique comme accompagnement, comme poursuivre et attendre un jour quand il commencera à voir clair et initier un projet. Il y en a qui se comportent comme ça. Mais moi, je pense que à l'époque où nous sommes, nous ne pouvons pas non plus penser des choses qui vont nous garder comme ça pendant longtemps dans la difficulté. Je crois que le peuple a besoin de sa liberté, mais très rapidement. Collard, il y a une remarque de Daniel Mabanda, je vais en profiter. Charles, tu voudras réagir à ceci. Merci infiniment, mon frère Collard Mimi, l'homme fort du moment, Charles Madede. Je vous en prie. Voilà, Charles Madede a craqué, bien évidemment. Il n'y a-t-il pas un train qui en cache un autre? En fait, le terme craquer, hein, c'est un terme péjoratif. Là, quand quelqu'un craque, il fait n'importe quoi après. Quelqu'un qui change de trajectoire, il ne craque pas. Quelqu'un qui craque, il perd ses nerfs.
Et généralement, ce laps de temps où il a craqué, il aurait fait déjà quelque chose qui sort de la maîtrise. Alors, quand on craque, on perd la maîtrise. C'est pour ça qu'on dit le fait de craquer, ça s'apparente un peu à quelqu'un qui rentre en colère. Et on dit souvent, la colère est une courte folie. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en colère, vous faites n'importe quoi, après vous regrettez ce que vous faites après vous vous excusez pour dire je m'excuse. Non, Charles Madede n'a pas craqué. Il n'a pas craqué. Il a fait son bilan. Et moi, je veux vous dire, dans les jours qui suivent, il y en a d'autres qui feront leur bilan. Parce que 5 ans, c'est suffisant pour faire un bilan. 5 ans de travail acharné. 5 ans où on a abandonné nos familles pour aller dans les réunions. 5 ans où on n'a fait que ça, où on a même mis nos entreprises en berne. 5 ans, c'est beaucoup. À un moment donné, quand les résultats escomptés ne sont pas là, les résultats attendus n'arrivent pas, mais c'est normal. Et je trouve même anormal que quelqu'un ne fasse pas un bilan de 5 ans. Normalement, la diaspora doit faire un bilan de 5 ans. Chaque activiste ou chaque personne, chaque Congolaise de la diaspora. Peut-être pour réajuster, peut-être pour réajuster, mais ce n'est pas pour abandonner totalement. Mais je n'ai jamais dit que j'abandonnais totalement. Ah bon? J'ai toujours dit que je me retirais de ce milieu où on fait du surplace. Charles, on va répondre. Il y a quelques remarques ici sur YouTube. Axel Louzolo, bonsoir mon grand Kolar Mimi. Blaise Touari, pourquoi je n'ai pas été invité? Mais vous ne m'avez pas appelé pour vous faire inviter. Vous pouvez le faire déjà sur le Zoom. Je mettrai le code pour que vous parliez directement à M. Madede sur le plateau. Alors, Axel Louzolo, ma question est de savoir, M. Madede, veut-il se proposer ou se propose en opposition au Congo? Bon, tu vas imaginer la question là déjà. Bon, Axel Louzolo toujours. Mais avant de parler de République, il faudrait d'abord penser comment organiser des élections libres et démocratiques. Avez-vous pensé à ça, Madede? Bon, je lis textuellement ce qu'ils écrivent. Je ne veux pas trahir l'esprit. Voilà. Axel Louzolo, bonsoir, Axel Louzolo. C'est une très bonne question quand on parle des élections démocratiques, libres et transparentes. Monsieur Axel Louzolo. Je déplore ce qui se passe dans notre pays. Je déplore. Et moi, je veux le dire là aujourd'hui. En 2016, il y a eu une élection avec une constitution boudée. Tous ceux qui ont boudé la constitution du 25 octobre 2015, tous, ils sont allés à cette élection-là. Ils ont validé ce qu'ils avaient refusé. L'élection présidentielle s'est déroulée. Le chef de l'État actuel a repris son fauteuil. À partir de ce moment-là, c'est à partir de 2016 qu'il faut commencer à mener le combat pour la bonne gouvernance électorale. Moi, je suis vraiment écœuré de voir que des opposants, ceux qui sont des leaders politiques, des opposants, c'est à Madingou. Donc, 5 ans après, c'est à Madingou qu'ils vont aller réclamer la bonne gouvernance électorale. Mais une bonne gouvernance électorale, mais c'est une question qui prend du temps à résoudre. Ils devraient commencer à revendiquer la bonne gouvernance électorale en 2016, dès 2016. Ça allait être leur chevet de bataille. C'est là le combat devait commencer. Moi, je trouve qu'ils enfiment le peuple. Ça, je peux le dire, je pèse mes mots. Alors, je vais répondre à M. Axel pour dire la transparence des élections ne peut avoir lieu que si le suffrage universel est libéré. Le suffrage universel du Congo n'est pas libre parce que l'organe qui juge les élections est entre les mains de celui qui participe aux élections. Celui qui participe aux élections est juge et parti. C'est ça le problème. Et si je peux vous dire, M. Axel Louzolo, si jamais on me demande de faire la réforme
hein, pour qu'il y ait la transparence des élections. Et je vous donne là les pistes de la réforme qu'il faut faire. La première réforme qu'il faut faire, il faut retoucher la Constitution pour que sur les 9 membres qui constituent la Cour constitutionnelle, donc cette Cour qui juge les élections, qui organise le scrutin, sur les 9 membres, il faut empêcher que le chef de l'État ait 5, comme aujourd'hui. Il faut mettre l'équilibre à ce niveau-là. L'équilibre des pouvoirs doit être au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de l'organe qui gère les élections. Ça, c'est la réforme que je peux proposer. Donc, pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, la transparence des élections au Congo, c'est un leurre. Il faut le reconnaître. On n'a pas besoin. Et ce n'est pas à 2 jours de l'élection qu'on revendique cela. C'est bien avant. Donc, je trouve que c'est regrettable de voir des opposants, ceux qui sont des leaders du pays, aller à Madingo, et à avoir dans leur bagage la seule revendication, la gouvernance électorale. Une gouvernance électorale, ça se revendique bien avant, ce n'est pas à la veille. Et après, on va dire non, le pouvoir de Brazzaville. Mais non, le pouvoir de Brazzaville semble être supérieur, tu vois, dans la pratique politique ou politicienne. Il semble être bien. Très bien. Le pouvoir de Brazzaville, selon M. Madede, semble être supérieur dans la pratique de la politique. M. Madede, j'aimerais vous ramener à la diaspora et puis on va passer à un autre menu. La diaspora, M. Madede, la diaspora qui vous a vu mettre sur pied un certain nombre d'initiatives, cette même diaspora qui vous a vu déborder, mais vraiment déborder d'initiatives, déborder de propositions. Mais, M. Charles Madede, quand je vous entends parler, et je ne suis pas le seul certainement, j'ai comme l'impression que cette même diaspora est devenue le charognard, sinon la bête noire du combat politique de M. Madede. La diaspora est-elle devenue la bête noire de votre combat politique, M. Madede? La diaspora existe que individuellement. La diaspora politique, bien entendu. Politique. La diaspora, ce n'est pas une organisation politique. Il n'y a pas une organisation politique de la diaspora. La diaspora, ce sont des individualités qui s'expriment. Donc, quand vous dites bête noire, ces individualités, ces personnes restent des amis, on partage. Oui, mais sauf que sur le plan politique, sur le plan du combat, ça ne marche plus, M. Madede. Sinon, vous ne serez pas... Vous ne serez pas parti, enfin vous êtes encore là, mais sinon, on n'allait pas avoir droit à cette vidéo de 2 minutes et 39 secondes que vous avez mis, comme je le disais tout à l'heure, qui a pénétré notre intimité, M. Madede. Moi, je l'ai vu, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, M. Madede, la diaspora, s'il vous plaît, on l'a tous compris, M. Madede, au sein de la diaspora, il y a des individualités, comme vous le dites. Tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, ça ne trime à rien. Mais ces individualités, en effet, constituent un socle que nous appelons diaspora politique. On peut être d'accord là-dessus, M. Madede. Est-ce que cette diaspora politique est devenue votre bête noire? Je peux encore aller plus loin, peut-être, M. Madede, pour vous aider peut-être à répondre à ceux qui sont là. Vous êtes certainement dévastés parce que vos inspirations n'ont point inondé toute la diaspora, au-delà de vos propositions, au-delà de vos bonnes propositions. Non, M. Collard. Celles-ci n'ont pas inondé la diaspora. Non, M. Collard, moi, je parle avec des faits, à du vécu. Très bien, très bien. Posez la question à cette diaspora. Est-ce que quand on organise une élection dans un pays, doit-on participer ou non? Posez cette question à cette diaspora. Elle est divisée sur cette question fondamentale. L'élection présidentielle, c'est le moment où les hommes qui ont des projets pour le pays rencontrent le peuple. C'est le moment. Mais la majorité de la diaspora est hostile à l'élection présidentielle. Je dis la majorité. Il y a juste une minorité qui pense que c'est un moment important pour le pays. Elle est hostile parce que votre proposition des primaires de la diaspora n'a pas été applaudie, n'a pas été caressée, comme vous l'aurez souhaité, M. Madede. Contrairement,
M. Collard, contrairement à ce que vous dites, Oui. le projet de la primaire, quand on l'a initié, j'ai rencontré toutes les figures de la diaspora. Il n'y a pas une figure que je n'ai pas rencontrée. Individuellement, vous les avez rencontrés individuellement, M. Madede? Individuellement. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit en rencontrant des gens individuellement? Ça suffit pour créer un engouement? Des figures que je n'ai pas pu rencontrer, c'est des figures qui ont fui à présent. Non, dites-le, c'est sans vos membres. Dites-le, M. Madede, ceux que vous n'avez pas voulu rencontrer ou ceux qui n'ont pas voulu vous rencontrer, ce sont ceux qui étaient avec vous. Ceux qui étaient avec vous, ce sont ceux qui étaient avec vous aux assises, M. Madede, dites-le. Non, j'ai rencontré au-delà des assises. Au-delà des assises, très bien. Et la réponse, Collard, tous, ils ont salué le projet de la primaire, la diaspora. Tous. Ce n'est pas un mauvais projet. Non, mais M. Madede, là, vous faites la langue de bois, là, s'il vous plaît. Vous faites la langue de bois. C'est pas la langue de bois. Tous, mais pourtant, on va dire que cette belle idée, cette belle proposition, elle a échoué. Voilà, c'est une damejane qui s'est cassée devant la porte, M. Madede. Mais elle n'a pas échoué. La primaire de la diaspora est encore là. M. Madede, on y revient tout à l'heure. Je vous laisse le temps de finir votre verre d'eau. Charles Jean-Louis, si vous pouvez nous mettre juste une petite musique pour que M. Madede souffle, s'il vous plaît. Merci. Voilà, plutôt, je vous propose la question de l'auditeur qui vous permet de gagner $5 à Brazzaville pour vos unités de téléphone. M. Madede, voilà, c'est notre cadeau de Noël. Hein. Voilà. Alors donc, la question est toute simple. Je vais vous proposer une musique, quelques secondes, et vous me donnerez le nom de ce musicien dont la chanson est en train d'être interprétée. Tendez l'oreille. Voilà, donnez-nous le nom de ce musicien congolais, mais qui n'est plus de ce monde. Voilà, cette chanson, vous avez dû remarquer que c'est Kofi, hein, Cindy, je crois, qui chante, mais qui reprend un vieux musicien congolais qui n'est plus de ce monde. Alors, voulez-vous que je reprenne là, Kola? Oui, s'il vous plaît, pour permettre à ceux qui... Voilà, on va reprendre. Donc, mais excusez-moi. La réponse, Charles, si vous la connaissez. Ah, attendez, excusez. Il y a des gens qui me demandent où c'est diffusé. Ah, d'accord. Où c'est diffusé? L'émission, elle est diffusée où, Charles Louis? C'est sur YouTube, sur... laquelle? L'émission? Oui, cette émission est diffusée sur la radio de la communauté africaine. C'est une page, donc n'importe qui peut aller là-bas. Hein. Ils n'ont pas besoin de s'abonner. Elle est diffusée sur YouTube, sur la radio de la communauté africaine, YouTube, ou sur la page Facebook, ou sur Jean Lewis. Si vous êtes bien sûr... C'est ce que tu m'as envoyé là? Voilà. Elle est partout. Les gens sont en train de la suivre de partout. Voilà. Donc, sur YouTube, sur la page et sur Jean Lewis. Voilà, on revient sur la question donc, qui vous permet. Vous répondez sur le lien de l'émission. Ne m'envoyez pas des textos pour répondre à la question, s'il vous plaît. Je reprends donc cette musique. Vincent Gomez, Denis Obeto, le colonel Emmanuel Tshisekedi. Voilà, je vais donc arrêter cette musique pour laisser continuer Collard. $5 pour vos unités à Brazza. C'est à vous, Collard. Très bien, merci Chadjan Louis. J'encourage vivement ceux qui nous suivent de partout de répondre à cette question, pour faire justement gagner une personne, un membre de votre famille, $5 de crédit. $5 de crédit, ce n'est pas rien quand même, c'est beaucoup. On peut communiquer pendant des heures avec les crédits qui valent $5. Monsieur Madede, merci encore d'être avec nous ce soir. Votre micro, il est fermé. Tout à l'heure, nous avons parlé de la diaspora et pour aller vers la fin de cette thématique, vu que la diaspora fait partie également de la République, et la République, vous nous invitez d'ailleurs à basculer vers une République au Congo-Brazzaville, mais M. Madede, la République dont vous parlez, c'est aussi accepter qu'à côté d'autres existent, que d'autres parlent autrement, pas comme seulement vous, M. Madede, que d'autres proposent, et j'en passe. Mais qu'est-ce que nous constatons, M. Madede, et là j'ai envie de vous citer, vous dites, la désunion a plombé toutes les chances de réussir le combat pour la restauration, pour la démocratie et de la liberté au Congo.
Considérez-vous que le Congo est une dictature? Monsieur Madede, vous avez dit oui. Alors, Monsieur Madede, pourquoi vous n'acceptez pas que d'autres parlent à côté? Pourquoi vous n'acceptez pas que d'autres disent plein de choses? Est-ce pour cela parce que d'autres se sont levés, d'autres voix se sont levées, d'autres talents ont émergé au sein même de la diaspora que, bon, vous avez refuté le mot, vous avez repoussé en bloc, balayé d'un revers de la main le terme que j'ai employé tout à l'heure, vous avez craqué, mais j'ai envie de dire, pourquoi vous n'acceptez pas, M. Madede? Le pourquoi vous n'acceptez pas cela, s'il vous plaît? Alors, M. Collard, je vais vous faire la démonstration. Toujours, moi, c'est les faits. Hein, ce n'est pas de la théorie, c'est des faits. En 2015, on met en place le Conseil national de la résistance et de la transition. Pour la première fois en France, dans la diaspora, les Congolais sont reçus au plus haut niveau de l'État français. OIF, le Quai d'Orsay, une équipe, hein, et l'Élysée. C'est du jamais vu. Donc, le CNRT est promoteur. Il est au cœur de l'action. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont fusillé le CNRT. Cette pratique-là, de faire des complots pour empêcher des vrais projets de libération d'émerger, ceux qui pratiquent ce genre de méthode, est-ce que vous pouvez être d'accord avec eux? Ah, c'est en 2015. J'ai pardonné. J'ai adhéré à tous les projets, pas des projets, aux réunions des autres. Moi, j'ai toujours été. Les réunions dans la diaspora, j'ai toujours été. Monsieur Madede, pardon, vous avez été victime d'un complot suite à un projet que vous avez mis en place qui intéressait les grands de ce monde, les grands de ce pays. Monsieur Madede, les autres vous l'ont saboté. Vous avez été victime d'un projet? Ouais, d'un complot, pardon? Le CNRT, le Conseil national de la résistance et de la transition, qui a été mis en place à Paris, qui a réuni des centaines de Congolais. C'était un projet qui devrait aboutir. Là, vous parlez du Conseil national de transition du président, comment on l'appelle, du président Godefroy Karanda ou bien le vôtre? C'est lequel qu'on a tiré là? Non, Conseil national de la résistance et de la transition. Ah, d'accord, pas la structure du président Godefroy Karanda? Non. D'accord. Un conseil de transition, tout court. Tout court. Une institution qu'on met en place dans le pays. D'accord. D'accord? Ce n'est pas une association. D'accord, donc les gens ont compris celui de... À mon frère Karanda, à l'époque, je lui avais dit, Conseil national de la transition, non. Quand vous vous arrêtez là, c'est une institution installée dans le pays. C'est la transition, on appelle ça. D'accord, donc vous avez été victime, justement, victime d'un complot. Ben, nous, on a fait le Conseil national de la résistance. Et de résistance. La résistance est aussi au pays. La résistance est aussi au pays, cher Charles Madede. De penser l'avenir. Une façon de penser l'avenir. Parce que M. Ntoumi fait de la résistance aussi au Congo, non? Il fait de la résistance, oui, à sa manière. Je ne vais pas parler des gens. Très bien. Parlons de nous. Effectivement. Projets. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler de personnes. Hein, chaque personne voit le monde comme il le voit. Tout à fait. Moi, j'ai ma façon de voir le monde. C'est juste une précision quand on parle de résistance ici, résistance à gauche. Bon, M. Madede, on est quand même censé être vrai. Et là, il y a confusion. Vous parlez de résistance. Est-ce que c'était connivence avec M. Frédéric Winsamou, alias Pasteur Ntoumi, ou la vôtre qui a été justement... Alors, le CNRT, vous n'avez jamais connu, on dirait, le CNRT? Si, j'ai connu, mais bon, là, je pose des questions. Si vous voulez en aparté, on pourra en parler. J'ai connu, mais bon, là, parce que vous dites quand même que vous avez été victime d'un complot. Au sein de la diaspora, le CNRT, mais je suppose que vous avez été celui qui a impulsé cette structure, enfin, ce Conseil national de résistance et de transition. Je suppose que vous avez été celui qui a impulsé, justement, cette structure, M. Madede. Et quand j'apprends que vous avez été victime d'un complot, j'ai encore envie de dire, mais visiblement, il n'a pas de chance, M. Madede. Oh, non, ce n'est pas un problème de chance. Ça fait partie de la pratique. La pratique. La pratique de la diaspora. Parce qu'on ne savait pas ce qu'était réellement la diaspora. C'est cette pratique que vous ne supportez pas, visiblement, puisque vous avez décidé de vous mettre à l'écart. Ce n'est pas que je ne supporte pas la pratique. Je dis que j'ai pratiqué la diaspora et je sais ce qu'est la diaspora. Elle n'est pas prête aujourd'hui. Elle n'est pas prête parce qu'elle met les égos devant
devant l'intérêt général. Donc, la diaspora, les individualités mettent plutôt leurs intérêts particuliers. C'est ça un peu le problème qu'on a eu avec le CNRT, parce que certains individus dans la diaspora, ils pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent être des leaders, par exemple. C'est une faute que nous avons dans la diaspora, de penser que moi, je dois être leader forcément. Non. Un leader, c'est celui qui a un projet, qui entraîne les autres. Mais vous n'avez aucun projet, vous voulez être leader. Et comment on peut corriger cela, M. Madede? Comment on peut corriger cela? Ceux qui pensent qu'il n'y a que eux qui doivent avoir le monopole du leadership au sein même de notre diaspora. Comment ça peut se corriger, M. Madede? Comment on peut corriger ça? Oui, M. Madede. À un moment donné, il faut les laisser faire. Vous voulez être leader? Alors, allez-y. Moi, je m'efface. On ne fait rien, on vous assiste. Vous voulez être leader? Allez, faites. Donc, mettre devant fait accompli, c'est ça pour vous la correction qu'on doit les afficher? Vous allez rester 1 année, 2 ans, 3 ans sans réel projet, c'est là que vous allez vous remettre en cause. C'est ce que moi j'appelle la jachère, quand une terre... Monsieur Madede, ce n'est pas là une responsabilité de votre part quand vous dites qu'il faut les laisser. Ce n'est pas une responsabilité de votre part, Monsieur Madede? Quelqu'un qui veut être à tout prix, quand il se lève le matin, il croit que c'est lui le futur président du Congo. Bon. On peut discuter. On peut discuter, on peut justement parler à la personne pour faire comprendre que ce n'est pas ça. On ne parle pas à... Monsieur Kola, excusez-moi, parce que sinon je vais sortir des mots qui vont fâcher. Parce que moi, j'ai appris une chose. Hein? On ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas prêt à vous écouter. On parle qu'à une personne qui est prête à vous écouter. Quand vous remarquez qu'il y a une personne, la personne n'est pas prête, vous perdez votre salive croyant. Il faut parler à quelqu'un qui est réceptif. Quand la personne n'est pas... Il ne faut pas perdre le temps. Hein, nous, on a pratiqué la diaspora. Et le résultat, c'est ça. Le CNRT, c'était un vrai projet. Aujourd'hui, les choses allaient changer au Congo. Mais les complots staliniens, ils sont venus. Hein. Je peux vous raconter comment ça s'est passé, mais vous allez crier. C'est d'un autre siècle. C'est les mêmes qui vont dire qu'il y a une dictature au Congo, mais ils ont des comportements dictatoriaux. Et ils fustigent la dictature au Congo. Les mêmes qui refusent la démocratie. On vous propose une élection et ils refusent. Ils préfèrent créer des associations, se nommer président et rester là. Monsieur Madede, on va faire une petite pause parce que visiblement, il y a un auditeur qui aurait gagné les $5 pour les unités. Dès qu'on a fini, on revient sur ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Madede. Jean-Louis, c'est à vous. Voilà, okay. Pour le moment, je n'ai pas de gagnant encore, mais des précisions parce qu'il ne s'agit pas de Cindy. Cindy, comment vous l'appelez, le cœur. Bon, Cindy est en train de chanter un musicien congolais. Donnez-nous le nom de... Voilà, cette musique n'est pas celle de Cindy. Hein. Donc, le morceau qui passe est celui d'un musicien congolais. Alors, vous pouvez refaire... Oui. Donnez-nous le nom de ce musicien. Je vais essayer de rejouer cette chanson. Le temps que Madede revient. Voilà, pendant que notre auditeur, notre invité est en train de prendre cette pause, on va revenir sur cette musique. Monsieur Mabanza, vous allez écouter, hein? Pour vous aider, il était un grand saxophoniste, spécialiste, trompettiste également, chanteur également, compositeur. C'était un musicien des Bantous de la capitale. Donc, c'est lui qui a composé ce morceau que Cindy est en train de chanter, pas Kofi. Voilà, donc j'attends les réponses dans quelques instants pour vos $5 pour vos unités à Brazzaville. C'est à vous, Kola. Merci à vous, cher Jean-Lewis. Monsieur Madede, votre micro il est fermé. On s'achemine vers la fin de cette émission, Monsieur Madede. Mais croyez-moi qu'il me reste encore quelques questions à vous poser. Au-delà des mots, Monsieur Madede, au-delà des mots, tout ce que nous avons entendu, tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce que si on vous disait que le problème, pour être poli, des échecs de Monsieur Madede, c'est Monsieur Madede lui-même? Je m'explique. Monsieur Madede trouve des bonnes inspirations. Monsieur Madede formule de bonnes propositions au sein de la diaspora. Monsieur Madede réfléchit comment faire gagner la diaspora. Monsieur Madede pense à un retour en puissance de la République au Congo-Brazzaville. Mais Monsieur Madede ne met pas en place les mesures d'accompagnement. Je prends un exemple. Vous avez mis sur la place de la diaspora
une belle idée, c'est le cas de le dire, même si j'ai un avis là-dessus, qui allait permettre le bon fonctionnement, j'allais dire, de la démocratie ici au sein même de la diaspora. Seulement, on a vu que cette idée, il y a eu 2-3 voix qui se sont levées pour commenter et puis, voilà, plus rien. On a vu une sortie où vous étiez dans un parc, je veux parler des premiers de la diaspora, hein. Vous étiez dans un parc, on a vu quelques intervenants et puis fini. Et tout récemment, j'ai vu justement sur la chaîne de Ziana TV, la chaîne au cœur de diaspora, 2 de vos soldats, permettez l'expression, ou 2 de vos collègues, camarades, sont venus défendre comme ils le pouvaient cette idée, cette belle idée, j'ai envie de dire, de la diaspora. Monsieur Madede, quel a été votre impéritie dans tout ça? Monsieur Collard, moi j'ai une autre conception de la vie en société, de la vie en communauté. Je ne suis pas individualiste. Voyez-vous, je ne suis pas le genre de personne qui mène un projet que pour moi-même. J'aime mener un projet pour la collectivité, pour la communauté. Alors, quand on se comporte comme ça, on a d'autres règles. C'est la règle du semeur. Celui qui sème la graine ne doit pas être forcément celui qui l'arrose. Et celui qui fait pousser, qui fait germer, c'est toujours une autre personne. Et quand vous êtes dans une communauté où on vous demande de tout faire, il vaut mieux s'arrêter. Vous ne pouvez pas tout faire, il vaut mieux s'arrêter. Sinon, vous devenez un dictateur. Parce que moi, si je fais tout, alors je vous impose tout. Et c'est ce qui se passe dans nos pays, comme des gens qui veulent faire des coups d'État pour prendre le pouvoir au Congo. Si vous êtes un petit nombre, vous faites un coup d'État et vous réussissez votre coup d'État, vous n'allez pas partager ce pouvoir. Il faut adhérer à des actions qui engagent tout le monde, qui engagent une dynamique populaire. Parce que si c'est le peuple qui vous met au pouvoir, vous êtes redevable au peuple. Et vous allez bien travailler parce que ce peuple peut récupérer votre pouvoir. Mais si ce n'est pas le peuple, si vous êtes battu vous-même pour arriver là, vous n'allez pas servir le peuple. C'est ça l'erreur qu'on commet. Moi, j'ai plutôt tendance à engager le peuple dans mes actions. Si le peuple ne le suit pas, je ne peux pas réussir. Il faut que le peuple suive. S'il ne le suit pas, je ne peux pas réussir. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de débats dans la diaspora, hein, depuis que j'ai annoncé ma désolidarisation de cette diaspora. Il y a les gens qui me disent, oui, je suis un rêveur, on ne peut pas prendre le pouvoir sans utiliser les armes. Vous voyez, déjà, vous n'avez pas d'argent. Pour faire un coup d'État avec des armes, il faut avoir l'argent pour acheter ces armes. Donc, vous allez faire appel à des lobbies. Vous n'allez pas faire appel au peuple. Et une fois que vous arrivez au pouvoir, grâce aux lobbies, vous allez servir ceux qui vous ont mis au pouvoir. Donc, les lobbies. C'est ça qui fait que dans nos pays, on a des dictatures. Pour arrêter la dictature, il faut associer le peuple dans vos actions. Et c'est ce que j'ai fait dans la diaspora. Et le peuple n'a pas suivi. Donc, que voulez-vous que je fasse? J'attends, parce que je pense que le peuple est perturbé par plusieurs théories. Il y a trop de théories. Il y a des gens qui sont dans la diaspora qui se présentent comme des sachants, comme des gens, parce qu'ils ont travaillé à un moment donné, soit au gouvernement, ou ils ont travaillé dans un service, ils ont une certaine notoriété, et les jeunes qui poussent dans la diaspora, ils pensent que c'est eux qui ont raison. Donc, quand ces gens-là vous disent non, la primaire, on ne peut pas faire une élection avec Sassou. Si vous allez dans une élection avec un dictateur, il gagne toujours. Donc, quand ces grands-là, ces anciens-là, parce qu'ils ont, enfin, je ne dis pas l'expert, parce qu'ils ont pratiqué quelque part dans le pays, ou quelque part dans un ministère, ou quelque part, ils ont une sorte de notoriété. Vous voyez? Donc, c'est eux parfois qui bloquent. Moi, j'appelle ces gens-là la minorité de blocage. C'est eux qui bloquent. Ils viennent dire aux jeunes, mais non, on ne peut pas aller à une élection. On ne peut pas gagner. Mais ils ne savent pas qu'une élection,
c'est une rencontre. Et les jeunes les suivent. Ils ne suivent pas Charles Madede parce que là, je vous ai parlé de mon parcours. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas que moi, j'ai commencé le combat depuis longtemps. Moi, j'ai eu une discussion avec un grand frère qui est dans le sud. Je ne donne pas la ville, on le saura, sur le net, quand j'ai sorti l'idée de la primaire. Lui, il m'a attaqué. Et à la fin, il vient me dire, vous êtes des politiciens des années de politiciens de 2015. Parce que lui, il m'a découvert en 2015. Mais quand je lui ai parlé de mon parcours, de mon passé, il s'est éclipsé. Il m'a demandé de pardon. Il m'a dit, ah, excuse-moi, je ne savais pas. Donc, les jeunes ne savent pas que parfois, ce n'est pas l'âge qui fait l'expérience. C'est le temps que vous avez mis dans le combat. Et nous avons souffert de ça. Il y a des aînés, il y a des anciens qui, par leur notoriété, ont désorienté les jeunes. Oui, M. Madede, est-ce que ce soir, vous pouvez aussi avoir la modestie de reconnaître qu'on ne peut pas aller à une élection du moment où on a encore des prisonniers politiques? Tant qu'ils ne sont pas dehors, ça veut dire que la situation n'est pas décristallisée. Voilà. Est-ce qu'on doit aller à une élection avec des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville? Est-ce que, M. Madede, encore une fois, vous ne pouvez pas avoir la modestie de reconnaître que cette idée même des primeurs de la diaspora est arrivée au moment où, justement, au Congo-Brazzaville, la diaspora n'est pas reconnue, la démocratie n'est pas représentative. Voilà, M. Madede, est-ce que ce soir, vous ne pouvez pas avoir cette modestie, même si je sais que vous avez peut-être déjà répondu en partie, mais bon, on a des prisonniers politiques, des gens qui ont été emprisonnés juste parce que d'autres ont été candidats à l'élection présidentielle ou juste parce que d'autres ont, je ne sais pas, été quoi. On les fout en prison et le lendemain ou quelques années après, on vient organiser une élection présidentielle. Monsieur Madede, nous habitons quand même dans des pays civilisés. Tout ce qui se fait au Congo, j'ai envie de dire, est calqué sur le modèle français. On peut justement avoir l'honnêteté, je ne veux pas dire intellectuelle, puisque vous êtes honnête intellectuellement parlant, je dois l'avouer. Mais on peut quand même avoir cette honnêteté de dire que, bon, voilà, ce n'était pas possible, l'idée, elle était bonne, mais j'allais la sortir au moment où la diaspora était représentative, reconnue, etc. etc. Monsieur Madede. Oui, vous posez une très bonne question. Pourquoi je dis ça? Parce que cette question-là révèle le positionnement des opposants. La plupart des opposants congolais sont déphasés en général. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe ailleurs. Les opposants vont au combat. Nos opposants fuient le combat. Sous prétexte, mais il est déjà fort, il est plus fort que nous, on ne peut pas. Mais tant que vous allez dire qu'il est plus fort que vous, on ne peut pas, vous resterez toujours plus faible. Il faut aller au combat, apprendre pour avancer. Vous avez parlé des prisonniers politiques. Vous croyez que c'est le pouvoir de Brazzaville qui doit exécuter vos vœux ou c'est à vous de créer le rapport de force à votre faveur pour exiger certaines choses? Si vous ne créez pas le rapport de force, ce n'est pas en croisant le bras ou en demandant, en criant que vous allez obtenir cette libération. Le pouvoir de Brazzaville ne pourra pas le faire parce que le pouvoir de Brazzaville explique et motive le fait pour le pourquoi il a mis ces personnes en prison. Donc, si vous êtes d'un avis contraire, vous devez vous battre, créer le rapport de force. Vous savez, en 1963, quand Youlou va quitter le pouvoir, il y a eu des prisonniers qui sont sortis. C'est comme ça qu'on sort les prisonniers. Il faut accéder au pouvoir pour libérer vos personnes qui sont en prison. Celui qui les a mis en prison, il vous donne les raisons pour lesquelles il les a mis en prison. Si vous êtes d'un avis contraire, battez-vous pour accéder au pouvoir, pour les libérer. Et je trouve vraiment parfois insupportable de voir les partisans du général Mokoko nous dire à nous, il ne faut pas aller à l'élection présidentielle. Pendant ce temps, leur leader est en prison. Mais vous allez le libérer comment? Parce que vous allez le libérer comment? Si vous n'allez pas à la conquête du pouvoir, vous allez le libérer comment? Il faut aller à l'élection. Si vous gagnez l'élection, en ce moment-là, vous libérez votre leader.
Ils attendent ici à Paris, ils créent des mouvements, ils sont là, ils attendent que le général sorte. Et si vous ne gagnez pas l'élection, on fait quoi de ces Mais prisonniers c'est un si vous ne combat. gagnez pas? Si vous ne gagnez pas, changez de tactique. C'est que vous êtes plus faible. On attend les prochaines élections pour... voilà. Ben, il faut attendre. C'est Mais ça, pendant la ce temps, démocratie. le prisonnier politique, il Pour est là. moi, la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est respecter les saisons. La D'accord. démocratie, c'est un fruit qui pousse par saison. Donc, si ce n'est pas la saison des mangues, n'allez pas chercher les mangues. Si vous allez chercher les mangues, ça dit que vous allez pour torturer le manguier. Et ça, on appelle ça le coup d'État. Et moi, je ne suis pas dans cette lignée-là. C'est la démocratie. Là, en 2021, c'était le rendez-vous. Il fallait que tous les démocrates s'organisent pour mener campagne, pour se battre et gagner l'élection. Et c'était possible. Ce n'est pas ici qu'on va raconter toutes les stratégies pour gagner l'élection. Si nous, on a proposé la primaire, c'est parce qu'on pense qu'on peut gagner. Et on a des éléments. On sait comment on gagne l'élection. On sait comment on gagne l'élection. C'est pour ça qu'on a fait la primaire. Et vous n'avez pas expliqué, Ils ont rejeté cette idée parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet à ça. Ils ne réfléchissent pas de cette manière. Ce n'est pas des démocrates. Les démocrates, ils réfléchissent comment gagner une élection. D'accord. Comment gagner une élection avec M. Denis Sassou Nguesso? Eh bien, chacun se fera une idée. M. Madede qui dit se battre et créer le rapport de force pour justement libérer les prisonniers politiques. M. Madede, j'ai envie d'aborder avec vous la dernière thématique, l'objectif Koutana. L'objectif Koutana, c'est quoi? Une association, un regroupement de gens qui pensent, qui posent des vraies questions, qui font des bons diagnostics, des bonnes analyses et n'apportent pas de bonnes réponses. C'est cela l'objectif Koutana, M. Madede? Vous réfléchissez comme il se doit. Vous avez des bonnes impulsions, des bonnes... Bon, bref, mais vous n'apportez pas de bonnes réponses. La preuve, les primaires de la diaspora a fait mouche. Non, la primaire, elle est toujours. Elle est toujours. Elle est toujours. Ah, mais vous ne l'avez pas dit, M. Madede. Mais justement, ce déficit de communication, je pense que ça vous a fait aussi défaut. La primaire, elle est encore là. Vous êtes quand même parti. Vous êtes quand même parti. Qui va parler de cette primaire, M. Madede? Qui va en parler? M. Collard, je reconnais qu'on a eu un déficit en communication. Je l'ai reconnu chez Zana TV. Un grand journaliste m'en a inspiré. Parfois, on a besoin des autres pour voir. Hein. Le bossu ne voit pas sa bosse. Il faut que les autres vous disent que non, Charles Madede, là, vous avez fait une erreur. Là. Et moi, je suis quelqu'un qui suis à l'écoute. Vraiment, les gens qui travaillent avec moi, ils savent. Je suis vraiment à l'écoute. J'écoute plus que je parle. Une bonne qualité. Quand on me fait des remarques, vraiment, Objectif Koutana, j'ai cité leur nom, vous pouvez leur demander, ils savent, j'écoute. Alors, Objectif Koutana, vous m'avez posé cette question. Oui, j'espère que, tout à fait, objectif. Vous réfléchissez comme il se doit, vous avez des bonnes thématiques, vous abordez comme il se doit, etc. Des fois, quand on entend, on se dit, waouh, mais c'est quelle banque qui vient de sortir cette idée géniale? Mais au final, vous n'apportez pas les bonnes réponses, M. Madede. Si, c'est pas là le contraire de ce que vous faites là? Si vous voyez ce qu'on a fait au Vendredi du Congo, les vidéos existent. Hein, c'est dans les annales aujourd'hui, c'est dans les archives. Allez y suivre. À chaque thème, il y avait le point de vue de Koutana. Et le point de vue de Koutana, c'est la solution qu'on a apportée. À chaque thème, on avait une solution. À chaque thème, on avait une solution. Nous pensons que nous avons la solution pour le Congo. Nous l'avons, la solution pour le Congo. Et Objectif Koutana, c'est la première organisation congolaise. M. Madede, on ne vous voit plus comme il se doit. Est-ce que vous pouvez avoir une position qui était la vôtre depuis tout à l'heure? Très bien, merci M. Madede, parce que tout à l'heure, on ne vous voyait pas bien là. Voilà. Merci à vous, M. Madede. Merci. Objectif Koutana, je le dis ici, si un jour il devient un parti politique, Objectif Koutana, c'est la première organisation politique au Congo qui a posé le problème du contrat social, d'un nouveau contrat social, un vrai.
Et le contrat social pour l'objectif Koutana doit se faire par le peuple. C'est pour cela qu'on parle Koutana, la rencontre du peuple avec lui-même pour refonder un nouveau contrat social qui mettra en place une république. C'est le seul mouvement. Et j'espère que dans les années à venir, il y aura les partis politiques qui vont nous rejoindre dans cette dynamique. Nous ne voulons pas en faire un parti, nous voulons en faire un objectif qui appelle tous les partis, tous les mouvements politiques, toutes les associations à adhérer à cet objectif. Koutana, c'est ça qui va établir, comment dirais-je, notre paradis, notre terre promise. Il faut qu'il y ait ce Koutana du peuple. Monsieur Madede, vous êtes en train de nous faire comprendre ce soir que l'objectif Koutana va vider la mer avec une cuillère à soupe, à café. C'est cela, Monsieur Madede? On commence toujours petit avant d'être grand. Il n'y a personne qui est né directement à 50 ans. Le bébé, il naît, il a 1 heure, 2 heures, une journée, une année, et ainsi de suite. Objectif Koutana commence petit, mais a des ambitions de gagner le Congo et de convaincre tous les Congolais pour qu'ils adhèrent à cet objectif. Et c'est ça qui va nous sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On va faire une pause et puis on revient sur le Koutana avant de se séparer. Monsieur Charles Madede. Charles Jean-Louis, c'est à vous. Voilà, merci Kola. Je vais donc proclamer les résultats du jeu concours. J'ai eu 2 gagnants, bien sûr, avec indulgence du jury. Hein. Sur YouTube, nous avons monsieur Axel Luzolo, donc, qui m'a donné... voilà, nous avons beaucoup d'interventions ici, Kola. Hein. Alors, il me dit Jean-Charles Essou. J'allais dire, bon, écoutez, c'est Jean-Serge Essou. Le musicien, c'est donc le vieux 3S Essou. Cindy est en train de reprendre un morceau de Jean-Serge Essou, qui était un musicien des Bantous de la capitale. Bon, Daniel Mabanza également, vous avez ce prix avec indulgence du jury parce que vous avez cité Essou dans votre précision. Alors, donc, les 2 gagnants, Axel Luzolo et Daniel Mabanza, vous gagnez donc les unités à Brazzaville. Pour vous faire une idée de cette musique-là, peut-être que vous ne la connaissez pas, hein, je vais vous la faire écouter rapidement, ça va aller. Merci, Charles Jean-Louis. Vous voyez, quelques secondes, là, on va écouter voilà ce vieux musicien. Attendez, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein. Charles Madede, c'est là du plagiat, non? Vous ne voyez pas que Cindy a carrément repris. Hein. Bon, Kofi est un grand admirateur d'Essou, hein, pour lequel il a plagié repris plusieurs chansons, et certainement qu'il avait le quitus d'Essou lui-même, hein, de le faire. Mais c'est quand même du plagiat, non? Oh, on ne peut pas appeler ça du plagiat, Jean-Louis. C'est une reprise. Voilà. Alors, on va poursuivre. Donc, c'est à vous, Kola. Et donc, les 2, hein, Axel Luzolo et Daniel Mabanza, vous nous envoyez des numéros de téléphone dans les 2 jours qui suivent, hein, pour que nous envoyions le crédit à Brazzaville. Alors, si vous ne le faites pas dans les 48 heures, vous allez perdre le crédit, donc les $5 des unités à Brazza. C'est à vous, Kola. Merci à vous, Charles Jean-Louis, et félicitations à ces 2 heureux gagnants qui vont justement faire profiter leurs membres, les membres de leur famille au Congo-Brazzaville. Avant de continuer, Charles Jean-Louis, est-ce que nous avons d'autres réactions sur la toile, par exemple? Absolument, je vais regarder. Il y a de très belles réactions que j'ai vues sur YouTube. Attendez, je vais regarder rapidement. Hein. Voilà, s'il vous plaît. Au passage, je salue Axel Luzolo et Daniel Mabanza. Voilà, très actifs ce soir, hein, les 2. Alors, vous avez Guy Fernand Lulendo, c'est un ancien auditeur de la communauté, mais vous ne gagnerez jamais une élection organisée. Bon, Charles, tu peux prendre des notes pour tout ramasser, hein, au dernier moment. Alors, mais vous ne gagnerez jamais une élection organisée par Sassou, Monsieur Madede. Vous le savez bien, enfin. Toujours Lulendo, Charles Fernand Lulendo, mais Monsieur Madede, il ne s'agit pas de projet de société. Sassou Nguesso ne veut pas quitter le pouvoir, vous le savez bien. N'organisera jamais de vraies élections. Toujours lui. Je comprends que vos amis vous traitent de naïfs, au moins que vous fassiez semblant de l'être. Non, à moins, excusez-moi.
Toujours Fernand Lulendo. Oui, il faut un rapport de force en faveur de la résistance pour changer les choses. C'est la question la plus importante. C'est le changement de rapport de force qui a permis la tenue de la conférence nationale souveraine. C'est à vous, Collard. Merci à vous, cher Jean-Lewis, et merci à ces auditeurs qui sont venus participer à cette émission. Monsieur Charles Madede, nous parlons de l'objectif Koutana. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire à ceux qui nous suivent que l'objectif Koutana aura peut-être pour objectif de défendre avec force, courage et optimisme le Congo-Brazzaville ou la diaspora, monsieur Madede? Défendre avec force, optimiste. Objectif Koutana, avant qu'on avance, parce qu'il y a Guy Fernand Leno qui a fait des remarques là, et ça m'intéresse. Oui, après, vous aurez le temps de faire tout ça. Je pose là la question, après, je vous donne la parole de répondre, monsieur Madede. Ok, ça marche. Objectif Koutana. Défendre les Congolais avec courage. Le Congo, est-ce que vous allez défendre les Congolais face à un pouvoir qui est là depuis bientôt 4 décennies, face à, M. Lulendo l'a dit, il ne pourra jamais organiser, mais enfin, vous allez répondre. Mais est-ce que vous aurez cette force-là, ce courage-là, cet optimisme-là de défendre le Congo comme il se doit, M. Madede? Mais nous avons déjà commencé, Objectif Koutana. Les vendredis du Congo qu'on a tenus, je pense que c'était une période de conscientisation, d'études. Parce que la première étape d'un combat politique, surtout d'un combat de société, où vous voulez mettre en place votre projet de société, la première étape, c'est l'explication. C'est la pédagogie. Objectif Koutana veut faire comprendre d'abord, premièrement, à tous les Congolais que nous ne sommes pas république. Et c'est le premier mouvement qui a mis le doigt là-dessus. Ça, c'est la première étape. Tant que les Congolais n'arrivent pas à ce niveau-là, quand je dis les Congolais dans leur ensemble, aujourd'hui, on entend encore des grands hommes politiques congolais parler de Première République. 1958, c'était la Première République. Vous voyez, quand vous entendez ça, ça veut dire que la personne n'a pas encore reçu la nourriture solide pour qu'il se rende compte lui-même que nous ne sommes pas en République depuis 1958. C'est la première étape avant d'emboîter le pas sur d'autres étapes. Nous sommes encore dans cette première étape où nous expliquons. Quand les Congolais seront convaincus que nous ne sommes pas en République, alors à ce moment-là, dans la grande majorité, nous pouvons leur dire maintenant, allons vers la République. C'est là qu'on va bâtir des stratégies pour y arriver. Mais tant que les Congolais ne sont pas conscients de cette question, vous savez, en France, il y a eu la Révolution française. C'est parce que les Français étaient convaincus qu'ils n'étaient pas en République, ils étaient en monarchie et que ça ne marchait pas. Ils ont pris conscience et ils ont revendiqué la République. Et il y a eu la Révolution française qui a amené la République française. Et nous devons faire notre révolution pour la République. Mais la première étape, c'est expliquer. Expliquer aux Congolais, c'est le travail que fait Objectif Koutana. Quand tous les Congolais vont adhérer à l'Objectif Koutana, en ce moment-là, on passera à la phase suivante, celle de mettre en place la République. Très bien, Monsieur Madede. Comme je vous disais tout à l'heure, avant de clore cette émission, j'aimerais justement vous redonner la parole, Monsieur Madede, pour répondre à toutes ces questions que nous avons ramassées et puis dire ce que vous n'avez pas peut-être pu dire depuis que nous avons commencé cette émission, Monsieur Madede. Bon, il y a Guy Fernand Lulendo qui me traite de naïf. Est-ce que je ne suis pas naïf? Certainement, hein, je suis naïf pour ceux qui croient qu'on ne peut pas régler le problème du Congo par la voie démocratique. Ceux qui ne croient pas à ça, ils sont naïfs. Mais pour moi, qui crois à ça, je traite ceux-là des naïfs. Parce que, Fernand Lulendo, il faut retenir une chose, que notre pays, depuis 1958, ça veut dire depuis que le colon nous a donné notre pays comme État souverain, nous ne connaissons que des guerres. Les présidents sont toujours chassés du pouvoir. Il y a eu des crimes, ainsi de suite. Il faut arrêter ce processus-là.
ce cercle vicieux dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, si les gens pensent que pour accéder au pouvoir, il faut aller avec des armes, vous allez utiliser les armes, vous allez peut-être réussir à chasser ceux qui sont au pouvoir par les armes. Mais vous savez, quand vous gagnez par les armes, vous serez combattu par les armes. Et cette spirale-là, ça ne va pas s'arrêter. Parce que ceux qui vont partir, ils vont revenir pour reprendre le pouvoir par les armes. Et notre pays ne connaîtra jamais la paix. C'est pour cela que je pense, et on pourra faire d'autres émissions, peut-être on peut parler en aparté, on peut vous expliquer comment on gagne une élection, même si c'est face à un dictateur. Il y a des méthodes, il y a des stratégies. Ça existe. Et nous en connaissons dans le monde. Il y a eu des dictateurs qui ont été virés à partir d'une élection. Ça existe. Et donc, nous pensons que c'était possible. C'est pour ça qu'on a organisé la primaire. Ce n'est pas la naïveté. Et puis, quand on parle de force, rapport de force, les Congolais aiment utiliser ce mot, mais ils ne savent pas comment on renverse le rapport de force. Ils ne savent pas. Ils n'ont jamais rien tenté. Ils ne savent pas. Ceux qui ont tenté, on les critique. Mais non, ils ne savent pas le faire. Donc, voilà, ça, c'était pour Fernand Lendo. Moi, je pense qu'on a tout vu, M. Collard. Je n'ai pas autre chose à dire. Alors, Charles, j'ai une précision à un auditeur, Collard, avec ta permission. Oui, vas-y, allez-y, pardon, cher Jean-Louis. Voilà, je précise que nous ne distribuons pas des dollars aux auditeurs. Alors, ce que nous faisons, c'est faire gagner ceux qui suivent l'émission, qui sont soit des gens qui habitent l'Occident ou en Afrique. Alors, si vous habitez, par exemple, la France et que vous gagnez ce prix, vous nous envoyez un numéro de téléphone sur place. Donc, des gens qui sont soit à Bokosongo, Makabana, Boanila, Betou, et nous envoyons directement le crédit de $5 à ce gagnant. Mais nous, en aucune façon, nous distribuons des dollars ici. On n'en a pas. Hein? On en cherche. Alors, maintenant, pour ceux, il y a des gens qui m'ont écrit et qui veulent nous envoyer des questions, vous devez nous envoyer $10 si vous voulez que nous prenions votre question. C'est-à-dire que vous avez les $5 pour le prix et $5 pour le privilège que nous vous donnons d'interroger, donc de faire poser des questions sur notre antenne. Alors, encore une fois, mon cher Alex Luzolo, nous ne donnons pas du cash aux auditeurs, mais nous envoyons du crédit soit à vous-même, si vous êtes au Congo, ou à vos parents pour lesquels vous devez nous envoyer le numéro de téléphone. Je crois que la précision est claire. C'est à vous. Merci, Jean-Louis. Monsieur Charles Madede, avant de vous libérer, j'ai envie de vous poser une toute dernière question. Que répondez-vous à ceux qui disent, peut-être que vous n'avez pas eu vent de cela, que toute cette agitation de M. Madede, les vidéos, les interviews, les émissions, c'est juste pour masquer le fait que celui-ci a déjà été récupéré par le pouvoir en place? M. Madede. Récupéré par le pouvoir en place. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, récupéré par le pouvoir en place? Nous sommes dirigés par un pouvoir. Ça veut dire, je ne comprends pas le terme. Ceux qui pensent que voilà, le pouvoir de Brazzaville a réussi à mettre la main sur vous et que dans les jours qui suivent, on vous verra bientôt à Brazzaville, occuper un poste, je ne sais pas, à la sous-préfecture, à une direction de... Voilà, c'est ça ce qu'ils disent. Oui, mais certains disent qu'il a été acheté. Il faut utiliser les termes que les gens utilisent. Hein. Ça va dans le même sens, acheter le silence. Acheter. Moi, je dirais ceci. Oui, M. Madede. Très bien. Les yeux dans les yeux. Moi, je suis issu d'une famille. J'ai eu une mère qui m'a transmis ses valeurs. Ma mère était une résistante. Nous, dans notre famille, on n'achète pas les gens. Et donc, on ne peut pas être acheté. Maintenant, le peuple congolais peut avoir besoin de mes services. Je ne veux pas dire non. Si le peuple a besoin de mes services, dernièrement, sur Ziana, j'ai dit, je vais aller aider les jeunes à avoir du métier. Parce que je pense qu'on a travaillé
quand même suffisamment en France. Et on ne me pose pas la question sur un projet que j'ai lancé en filigrane. J'ai lancé en filigrane l'Exodus, le retour de la diaspora vers la terre d'origine. J'ai lancé ce projet. C'est égoïste de venir à l'étranger, d'apprendre des métiers, des connaissances, d'avoir de l'expérience et de rester ici avec ça et de mourir comme ça. C'est un peu égoïste. Quand on a un savoir, il faut se tourner vers la terre qui nous a fait naître pour aller donner ce savoir, même gratuitement, je suis prêt à le faire. Aller donner ce savoir aux jeunes, ce métier aux jeunes. Ce sont là les éléments de langage que le pouvoir en place vous a donné, M. Madede, pour apaiser un peu la diaspora. Ce sont là les éléments de langage. Je veux rentrer pour aider les jeunes. Bon. Ben, écoutez, étant donné qu'il faut laisser la diaspora en jachère, le temps qu'elle prenne conscience et qu'elle redresse un peu sa façon de faire, on ne va pas croiser les bras. On va, auprès des jeunes au Congo, on va leur donner le savoir que nous avons, le savoir-faire que nous avons, on va le transmettre. Donc c'est là l'argumentaire que ceux qui sont en responsabilité au Congo-Brazzaville vous ont donné pour mieux flouer la diaspora. Non. Au jour d'aujourd'hui, moi je vous dis que déjà, est-ce que vous voyez des projets au Congo, des jeunes qu'on est en train de former, qu'on est en train de donner des métiers? Non. Je vais par mes propres forces aller aider les jeunes au Congo, leur donner des métiers. Ça va être comment dirais-je, une action personnelle. Une action personnelle. Ce n'est pas une mission qu'on m'a donnée. Si on vous donne une mission, c'est que la chose existe. Mais faites attention parce que vous savez que M. Sassou, il y a des métiers qu'il n'apprécie pas. Hein. Les métiers de boueur, comme il le disait lui-même, apprenez tout sauf le métier de boueur. Donc, dans votre valise, pensez quand même, bien qu'il n'y a pas de ce métier, mais enfin, pensez quand même que M. Sassou, il y a d'autres métiers qu'il n'apprécie pas. Un dernier mot, M. Madede, et puis on va peut-être se séparer. Bon, mais le dernier mot, moi, je remercie la radio de la communauté africaine, la radio Chicago, comme j'aime l'appeler, parce que ça sonne Chicago. Et puis, je remercie John Lewis et Mimi Collard. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer, d'éclairer mes propos, qui ne soient pas interprétés particulièrement, mais qu'ils soient interprétés dans mon sens. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis, qui ont posé des questions. Peut-être certaines personnes n'ont pas pu répondre. Je remercie donc la diaspora qui m'a supporté. Nous restons dans la convivialité, sauf que certaines pratiques, je m'en désolidarise. Et donc, je veux dire aux auditeurs et aux téléspectateurs de la radio de la communauté africaine, bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année et bonne année 2021. Voilà. Merci à vous, Monsieur Madede, pour cette belle conclusion. Il y a des méthodes, il y a des stratégies pour renverser une dictature, disait Monsieur Charles Madede. Permettez que je vous remercie, Monsieur Madede, d'avoir participé à cette émission. Ça fait plus d'1 heure que vous répondez à nos questions. Vraiment, je vous remercie à titre personnel et puis au nom de la radio, puisque John Lewis fait la réalisation, certainement qu'il ne le fera pas. Mais en tout cas, nous vous remercions ce soir pour votre participation. Mes sincères remerciements également à tous les auditeurs de la radio de la communauté africaine qui nous ont suivis de partout dans le monde. Il me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes des très bonnes fêtes de fin d'année. Dieu voulant, je serai très ravi de vous retrouver en 2021. Pourquoi pas, M. Madede, en 2021? Je serai tenté de vous rappeler pour d'autres échanges. Peut-être que le billet sera déjà là, non? Le billet pour aller à Brazzaville? Non, si je vais à Brazzaville, j'irai de mes propres forces. Ah, très bien. En tout cas, merci à vous, M. Madede. Merci encore une fois de plus.
à nos auditeurs. Merci à vous, cher Jean-Louis, si j'allais oublier. Merci à vous pour votre patience. Je sais que depuis un certain temps, vous me supportez comme pas possible. En tout cas, je vous remercie. Et puis, comme je disais tout à l'heure, Dieu voulant, à l'année prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. We love you. We are proud to be African. Africa, we love you. Africa, we love you. Africa, we love you. We are proud to be African. Je suis triste de tout ce qui m'attriste. Mon rap galère, mais cela ne parle en aucun de ma valeur. La foule dans cette complexité et pluralité, un monde plein de cultures, rempli de poésie avec tout ce qu'elle englobe. Yeah. La terre est riche et fertile, mais nous sommes remplis de haine et des pensées sans couvaine. La réduisons en cendre avec ses pensées sombres. On se teste, on atteste cette verdite. Et sans vergogne, rien n'est durable pour l'orange car tout ça freine. Notre émergence, la sagesse est une grande chose. Et chanter est une culture, un monde plein de teinture. Mon rap en moi instruit, grâce à ça je veux reconstruire dans mon envie d'être serviable aux autres. Yeah. Évitons le racisme, évitons le tribalisme, car tout ça n'apporte que nous, faisant cohésion, en ayant de bonnes visions, et en luttant pour le bien de l'humanité. À mon frère Mbiki, je reste à jamais le king, à ma forme de king, et toujours progressiste. Pourquoi tant de haine? Et pourtant on a la même couleur de sang qui coule dans nos veines. Et tout ça c'est vaine. Africa, we love you. Africa, we love you. Africa, we love you. We are proud to be Africans. Africa, we love you. Africa, we love you. Africa, we love you. We are proud to be Africans. Unity is everything we need in Africa and all around the world, cause gender profiling and racial profiling prevent us from living in harmony and can in no way image or develop our countries. So we need to stand together for the good of humanity. And I beg you to listen and implement my higher words, lucrative for all our nations. Bele ya Afrika etuanda bomengo, tulingana toyokana. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous savez que la mouyanzambe moko. Nous alibana ya tata moko. Arnold Kefer, yeah. Zabadega Sanai. SK Production.